Christophe Coppen, que dire sur le profil de ce terroriste? Donc sa compagne, radicalisée comme lui, hein, qui n'hésite pas en garde à vue à finalement applaudir ce qu'a fait son compagnon, mais qui dit je n'étais pas au courant. Donc ça veut dire que le terroriste a préparé seul dans son coin ses attaques? Non, c'est pas du tout crédible. Quand on vit avec quelqu'un, on a l'ensemble en fait des éléments pour arriver à comprendre le dessein en fait qu'il est en train de préparer. Ce qui est en revanche possible, c'est qu'elle n'ait pas eu l'exactitude du moment du passage à l'acte ou la volonté de déclenchement qui a pu être sur un élément totalement anodin. Parfois, le passage à l'acte est très surprenant. Il suffit d'une engueulade avec quelqu'un, il suffit d'une contrariété, et là, à ce moment-là, les choses peuvent déraper parce que la personne a préparé, en fait, quelque part, un scénario et qu'elle trouve une occasion de le déclencher. Saïd Bouzidi, c'est la détermination de l'homme qui à la fois interroge et effraie. Il abat froidement des personnes choisies au hasard, et on parlait notamment de ce passager de Jean Mazière, hein, dans cette voiture, et puis ensuite je pense aussi à ce boucher dans le supermarché U. Oui, absolument, mais on a malheureusement l'habitude en France, depuis les premiers attentats, notamment Charlie Hebdo, de ce mode opératoire. Hyper Cacher, par exemple, ou le Bataclan également. Rappelez-vous, Amédi Koulibaly, lorsqu'il rentre dans l'Hyper Cacher, il utilise sa Kalachnikov et puis il tue froidement un jeune homme qui travaille, qui rangeait les rayons sur sa gauche. D'ailleurs, enfin, il n'est pas seul, il y a quelqu'un d'autre qui encaisse. Enfin, il fait exactement la même chose. Oui, malheureusement, on est habitué. Quel est l'élément déclencheur? Comment on passe d'une radicalisation C'est fait pour asseoir l'autorité d'office. Et donc ça refroidit, j'allais dire, un peu tout le monde et la scène. Donc pour figer la scène et montrer qui est le patron, en gros, ben, c'est le mode opératoire. C'est le mode opératoire qui est donné, qui est expliqué? Qui est donné, non, enfin c'est le mode opératoire de ces terroristes qui agissent notamment, enfin en tout cas quand il est seul. C'est ce qu'il doit faire. Mais c'est un mode opératoire qui se répète finalement. C'est un mode opératoire qui ne permet pas en fait d'avoir un retour en arrière. Une fois que l'acte est consommé, une fois qu'il a démarré, il n'y a plus de possibilité ni de négociation de toute façon, ni d'aboutissement par une reddition. Gérard Collomb a dit finalement cet homme était bien sûr connu, fiché, mais on ne pensait pas qu'il passerait à l'acte. Le passage à l'acte, est-ce qu'on peut vraiment le prévoir en fait? Il y a quelques indices de préparation, mais à condition de ne pas se cantonner en fait que au dispositif technique que l'on met sur un suspect, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, les remontées GPS, des choses comme ça. Il faut de l'humain, il faut des gens sur le terrain pour arriver à voir ce que prépare la personne. Il faut voir si il cherche à acquérir des armes, s'il a des contacts également avec des groupuscules ou des individus qui sont connus pour être des bases logistiques ou des gens prosélytes donc qui vont pousser à des passages à l'acte. Donc il faut faire du terrain. Et aujourd'hui, la très grande difficulté, c'est un défi qui est énorme, c'est le nombre de personnes qui sont fichées S. L'homme en question a grandi dans une cité, vivait dans une cité, la cité Ozanane, près de Carcassonne, où ça a été un peu chaud pour les journalistes qui ont voulu s'y rendre ce week-end. Est-ce qu'il a pu se procurer tout simplement cette arme dans la cité ? La proximité d'une sphère, on va dire, délinquante ou de trafic de drogue ou autre qui pourrait être présente dans l'entourage est un bon moyen de récupérer une arme comme un 7,65 qui n'est pas une arme en effet. Il avait d'ailleurs été condamné. Juste pour info, sur sa fiche S, il est marqué qu'il a des contacts avec des gens radicalisés et avec une personne qui est un trafiquant d'armes. Donc il a les contacts, il est issu aussi de la délinquance de droit commun et il a visiblement des contacts avec des... Et il a été condamné pour port d'armes prohibé. Hein. Port d'armes prohibé, trafic de stupes, refus d'obtempérer. Donc a priori pour lui c'est pas forcément compliqué de pouvoir acheter une arme, trouver une arme en tout cas. En revanche, un projet d'attentat terroriste ne peut pas se passer sans que les proches soient au courant à un moment ou à un autre. Tout simplement parce qu'il faut en fait renforcer la détermination. Et le conjoint, les amis sont des gens donc qui mettent
justement de la crédibilité et de la détermination dans l'acte. Seul moyen finalement de garder en vie cette femme qui était retenue, rappelons-le, depuis un moment d'ailleurs en otage par terroriste. Quand on se met dans la peau d'un policier ou d'un gendarme dans des situations de crise majeure comme celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Je veux dire, dans ce cadre précis-là, à l'instant où dans le Super U, avec une otage civile, il est gendarme, il se dit « je vais donner ma vie parce que mon boulot, jusqu'au bout, c'est de sauver les gens. » Mais c'est un sacrifice alors. C'est un sacrifice. Antoine Copper. Ça a pu être également une idée d'opportunité, c'est-à-dire qu'il a pu se dire, au fond, si j'ai l'occasion de lui sauter dessus, le maîtriser, eh bien voilà, ça sera de toute façon quelque chose que je peux initier si je suis au plus près de l'individu. Et en même temps, je sauve quelqu'un, je sauve l'otage. Donc il y a très certainement cette volonté-là. En revanche, il faut savoir que c'est normalement totalement banni de nos procédures. C'est-à-dire les protocoles, en fait, nous interdisent de mener ce genre d'opération. C'est extrêmement Vous, je rappelle que vous avez dangereux. été négociateur du RAID, parce que Oui. lui était donc le négociateur sur place. On ne vous apprenait pas, en tant que négociateur, à prendre la place de l'otage. Non, justement, une situation, elle doit être stabilisée. Et en rajoutant des otages, en changeant quoi que ce soit, de toute façon, c'est un facteur d'agitation très très important. Là, ce colonel de gendarmerie a eu un acte spontané qui lui semblait être le meilleur acte possible pour pouvoir gérer cette situation. Très certainement en se disant, je vais également peut-être pouvoir faire un acte d'opportunité. Donc il a jugé sur le moment que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'en prenant la place Mais nos procédures, de l'otage, normalement, il pouvait imaginer aussi pouvoir neutraliser le preneur exactement, d'otage. très certainement.